Vous écoutez Causerie d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corps et Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat, nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corps et Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview. De nouveau, on a la chance de recevoir Franck Ropers. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui lui est super cher, c'est la récupération, le fait de bien récupérer, d'éviter de se blesser. On sait qu'il est super fort là-dedans, il s'est blessé, il a parlé, il s'est blessé, il a super bien récupéré. Et on va voir avec lui les conseils qu'il peut vous donner. Salut Franck. Écoutez, bonjour à tous, content de vous retrouver. Merci à toi d'être là. Et déjà, c'est comment tu fais pour éviter le risque de blessure. Tu nous disais l'autre jour que tu t'étais quasiment jamais blessé, enfin sur les tatamis, tu t'étais jamais blessé en pratiquant les arts martiaux. Comment tu fais pour limiter ce risque de blessure? Quelles sont les règles que tu appliques? La première chose, c'est déjà travailler sur sa récupération naturelle, ses capacités naturelles de récupération. Ça veut dire dormir un minimum de 7 heures, mais dormir avec un sommeil de qualité. Ça veut dire soit on a une capacité, quand on est jeune, c'est le cas, de dormir 7 heures en une fois, en se couchant pas trop tard, parce qu'on sait qu'entre 22 heures et minuit, c'est là qu'il y a vraiment une poussée au niveau de l'hormone de croissance, donc de la récupération, la régénération des cellules. Après minuit, ça se complique, et essayer de dormir au moins 7 heures de qualité. Et puis si on n'a pas la capacité, parce que souvent c'est ce qui se passe quand on prend de l'âge, alors c'est soit lié au stress, soit simplement à une modification de l'environnement hormonal. Parce que je conseille, c'est prendre de la mélatonine. C'est pas une drogue, on risque rien, on n'est pas addict. J'en donne à mes clients, et du coup, ça leur permet d'avoir un sommeil de qualité. Et si, alors là, c'est pas le médecin, je suis pas médecin, mais je bosse suffisamment avec le milieu médical pour le savoir. Beaucoup de gens, surtout ceux qui sont en surcharge pondérale, sont impactés par l'apnée du sommeil. On ne s'en rend pas forcément compte. Il faut faire un test, faire un examen. Donc, on va dans un hôpital, mettre des capteurs. Et j'ai des gens qui se levaient fatigués parce que justement, ils faisaient beaucoup d'apnée, ils ne le savaient pas. Il y a des apnées légères et il y a des apnées profondes. Alors, c'est dangereux pour le cœur. Et forcément, on n'a pas une récupération optimale en termes de sommeil. Donc, ça peut aider. Et ça touche des fois des gens de 40, 45 ans, souvent en surcharge pondérale, mais pas que. Donc, voilà, le sommeil, c'est super important pour bien dormir. Éviter de prendre des excitants le soir, éviter de regarder son iPhone, de regarder la télé, le classique, éviter de manger en trop grosse quantité, surtout parce que si on a un pic d'insuline très important, l'insuline c'est donc envoyé par le pancréas, qu'est-ce qui se passe? On développera moins d'hormones de croissance. Donc il faut plutôt manger protéiné, lipides, avec des légumes bien évidemment, et pas trop de sucre, parce que ce pic d'insuline va impacter l'activation de l'hormone de croissance dans ses capacités optimales. Hormone de croissance, hormone de jouvence, hormone de jeunesse, régénération. Donc là, pas terrible. Après le sommeil, c'est l'équilibre alimentaire, consommer suffisamment de protéines. Si on fait beaucoup de sport, on arrive à 1,8 g, 2 grammes par kilo de poids de corps. Quand on fait jeûne intermittent, on peut le faire, sauf qu'il faudra faire 3 repas au lieu de 2, parce que sinon, on n'arrivera pas à avoir ce 1,8 g. Et ceux qui ne font pas de sport, il y en a, il n'y a pas de problème, ou une activité légère, sportive, 1 gramme suffit largement, 1 gramme, 1,2 g, en se rappelant que plus on vieillit, plus on doit consommer de protéines. Quand on est âgé, on doit arriver à 1,4, 1,5, parce qu'il y a une dégradation au niveau du tissu musculaire. Voilà, ce qu'on appelle la sarcopénie, j'en ai déjà parlé. Après, s'hydrater, alors ça c'est super important, l'hydratation, parce que ça va hydrater les tendons, ça va lubrifier les articulations, ainsi de suite. Prendre des compléments alimentaires comme les oméga 3, on peut prendre aussi d'autres choses qui peuvent permettre du collagène notamment, qui peuvent permettre d'améliorer la récupération au niveau articulaire. Voilà, donc ça c'est vraiment les choses de base, pas consommer trop de café pour ne pas fatiguer les surrénales. On peut en consommer jusqu'à 3. Donc ça c'est la récupération, on va dire, de base physiologique, celle qu'on peut faire, qu'on devrait tous faire au-delà du sport. Par contre, après, il y a d'autres choses à mettre en place. Effectivement, quand on fait de l'activité physique, le problème c'est que c'est très simple, c'est la loi de l'hormèse, on active,
on stresse le corps, il y aura une réaction métabolique derrière. Simplement, on a cassé des fibres, on s'est fatigué. Le corps, s'il récupère bien, on sera plus fort et plus en forme. Sauf que les gens, souvent, s'entraînent trop. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en activation système moteur sympathique, ils bombardent, ils ne laissent pas le corps récupérer, donc ils recommencent leur séance d'entraînement alors que le corps n'a pas eu sa phase de parasympathique suffisante, c'est-à-dire la phase de récupération. Ce qui fait, c'est que c'est une courbe très simple, hein, ça fait ça, il y a un plateau, ça redescend. Si on s'entraîne sur le plateau, c'est parfait. On va pouvoir remonter une marche d'escalier. Si on se réentraîne pendant la phase où on continue à monter, aucun intérêt. Et si par contre, on se réentraîne avant d'être en phase de descente, là, c'est catastrophique. Il faut profiter de cet anabolisme. Et la plupart des gens ne respectent pas cette phase de récupération. Ils s'entraînent avant que le corps ait pu remettre en place le process d'anabolisme, que j'appelle, ça, de récupération. Donc, c'est catastrophique. C'est-à-dire que les gens qui font 5-6 entraînements en muscu par jour, c'est catastrophique. Ceux qui bombardent en combat tous les jours, c'est catastrophique. Il faut alterner des séances dures avec des séances soft pour que le corps puisse récupérer. Alors après, on a des outils. Quand on est un athlète de haut niveau, ce qu'on fait, c'est qu'on module les séances dures avec les séances cool. C'est l'intérêt d'avoir un coach, d'avoir une préparation avec des cycles. Il faut cycler, comme on dit, hein, les microcycles, macrocycles, c'est compliqué. C'est ce que je fais moi, en tout cas encore à mon âge, parce que du coup, je peux m'entraîner tous les jours de manière intelligente en récupérant. Et après, il y a des techniques qui permettent de récupérer plus vite, notamment la méditation, notamment la sophrologie, la cohérence cardiaque, le fait de masser les fascias avec les rouleaux, avec la balle, effectivement, récupération musculaire. On a des techniques qui permettent de récupérer ce système neuromusculaire. On a des techniques comme le froid. Moi, je prends des douches froides, j'applique même des poches de glace s'il faut quand je sens qu'il y a une légère inflammation. En fait, c'est écouter son corps et connaître les techniques. On a le training autogène. Il y a tellement de techniques qui conviennent à certains, pas à d'autres. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde doit respecter ce que j'ai dit au début, les techniques physiologiques de base de récupération. C'est des techniques de bon sens. Et après, quand on fait du sport, comme moi j'en fais quand même pas mal, où on veut optimiser, on veut faire de la perf, il faut absolument mettre presque plus d'intérêt dans la récup que dans l'entraînement. Je dis toujours, tu as un entraînement moyen, un programme d'entraînement moyen, très basique, mais tu mets en place des méga techniques de récupération, des méga techniques physiologiques, tu vas progresser. Par contre, tu as un super programme fait par le meilleur coach du monde, un truc scientifique de dingue, mais tu ne fais pas gaffe à ta récupération, tu vas dans le mur. Je vais donner un exemple typique. Moi, je fais beaucoup de force, énormément de travail de force, j'adore ça, et ça me fait du bien sur le plan de la testostérone, ainsi de suite, parce que là, j'active vraiment l'organisme, mais je le fais avec intelligence, avec concentration. Chaque fois que je fais une séance dure, je n'en fais pas plus d'une par semaine déjà. Je laisse mon corps au repos minimum 2 jours. Et après, je retravaille. Pourquoi? Parce que j'ai trop sollicité mon système nerveux, mon système hormonal. Je le laisse récupérer. Et à chaque fois, je progresse parce qu'à chaque fois, je monte cette petite marche. J'ai testé, si je refais une séance dure, 2 jours après, mon système n'a pas récupéré. Alors, je sens que je suis moins fort et j'ai des légères douleurs qui ne sont pas musculaires, mais qui sont tendineuses. Ça veut dire qu'il faut récupérer. D'accord. Et moi, j'ai expliqué à des gens, pour ça que je ne dépasse jamais 40 minutes d'entraînement et je ne dépasse jamais 4 entraînements par semaine, toujours coupé d'une journée de repos. Parce que j'ai vu que sur quelqu'un qui ne prend pas le stéroïde, ce n'est pas possible de récupérer. Voilà. Donc, quel que soit le sport, il faut alterner du dur, du soft et surtout récupérer. Travailler. Moi, j'ai comparé les techniques russes d'il y a des années 50, en haltérophilie notamment, avec maintenant. Ils s'entraînent beaucoup moins maintenant, mais ils s'entraînent beaucoup plus dur et ils mettent beaucoup plus en place des techniques de visualisation, de récupération, du travail technique. Avant, c'était des entraînements de 5-6 heures, maintenant, ils ne font plus ça. C'est 1 heure le matin, 1 heure le soir. Par contre, attention, ça ne rigole pas. Les barres, elles sont lourdes, c'est intense, mais ils prennent vraiment soin du corps et donc ils durent plus longtemps et ils font des meilleures perfs. D'accord. Alors, Voilà. moi, j'ai plusieurs questions de ce que tu as dit qui me viennent. La première, tu parles donc de repos. Combien de temps tu conseillerais à quelqu'un, monsieur tout le monde qui pratique son activité physique, par exemple 3 fois par semaine, qui fait peut-être un peu de muscu ou de renfort à côté, tu conseillerais qu'il faut combien de jours de repos par minimum? Un débutant, c'est du full body, c'est 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi, samedi.
faut au moins 1 jour de repos entre les séances et 2 jours consécutifs dans la semaine pour vraiment avoir une récupération. Après, ça n'empêche pas de faire du stretching entre les deux, de faire un footing léger, de faire un petit peu d'arts martiaux, ça, ce n'est pas un problème. Mais en termes d'intensité, c'est 3 fois par semaine. Après, il faut que tous les mois, il se repose 4 jours consécutifs pour laisser le corps récupérer. Tous les 3 mois, 1 semaine, et tous les ans, 1 mois complet. D'accord. Ça, c'est les hygiénistes. Ils sont tous d'accord là-dessus. C'est ce que je fais moi. Moi, je vais te donner un exemple. Là, j'ai une méthode qui s'appelle Evo 90 qui permet à n'importe qui, mais vraiment n'importe qui, et j'ai des preuves de fou, hein, de prendre du volume musculaire, de prendre de la force, de sentir qu'il prend de la puissance et surtout vraiment, tu sens vraiment une régénération au niveau du corps. Et bien, à l'issue des 90 jours, j'oblige tout, et il y en a qui ne le font pas, mais j'en ai envie pour eux. Au bout des 90 jours, donc de 3 mois, j'oblige à prendre 1 semaine de repos total. Ils vont progresser, ils refont le cycle de 90 jours derrière. S'ils refont le cycle après les 90 jours, ils repartent au début d'un cycle sans 7 semaines de repos, ils vont se fatiguer sur le plan nerveux et ils font beaucoup moins fort. Et ils vont se blesser en plus. Donc... Exactement, parce qu'en fait, il faut une rupture. Il faut que le corps, à un moment donné, tu lui dises, c'est bon, je t'ai mis une dose, comme on dit, hein, je t'ai mis un shoot, je vais te laisser un peu au repos. Du coup, lui, il va repartir, il va faire un reset, il va repartir à 0. Et du coup, il repart sur des bases meilleures puisqu'il a déjà pris plus de force. Donc, il repart sur des bases meilleures, mais avec quelque part cette semaine qui fait qu'il va mettre au repos total. Donc, ça va se régénérer. Le corps n'est pas fait pour être sollicité en permanence s'il faut. C'est le repos du guerrier, hein, ça a toujours existé. Et moi, le truc, c'est que je joue beaucoup sur le système sympathique, parasympathique. Je travaille beaucoup sur l'ondulation. Et c'est pour ça que je fais des cycles. Moi, je ne travaille jamais lourd tout le temps, toute l'année. Non, il y a un cycle de 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? Parce qu'on sait qu'au bout de 21 jours, l'habitude, elle s'installe. On le sait en développement personnel. Alors, ce n'est pas 21 jours pile, hein. C'est une idée. Hein. Mais je fais un cycle de vascularisation, un cycle d'hypertrophie myofibulaire, sarcoplasmique. À chaque fois, je travaille des fibres différemment. Je travaille mon système énergétique différemment. Ça fait que le corps, il ne s'habitue jamais. Et en même temps, je le stresse différemment. Du coup, ça ne l'abîme pas. Parce qu'il repart à chaque fois sur d'autres choses. Donc, du coup, ça se régénère, en fait. Voilà, donc il y a vraiment une stratégie. Et dans les arts martiaux, je fais pareil. Je fais des cycle puissance, cycle précision, cycle résistance, cycle endurance. J'ai des cycles à chaque fois. Ça fait que, je ne sature pas psychologiquement. Mon corps, physiologiquement, il récupère. Et à chaque fois, il y a un renouveau, quoi. Donc, je progresse encore à mon âge. Ta méthode Evo 90, moi, je n'y ai pas encore souscrit. C'est un truc que je compte faire, mais on ne peut pas tout faire tout en même temps. Par contre, j'ai un élève qui l'a fait et je confirme, il a adoré. Toutes mes méthodes, alors ça peut paraître peut-être condescendant, peut-être prétentieux, mais j'assume. Hein. Toutes mes méthodes sont basées sur au moins 40 ans d'empirisme, parce que j'ai commencé la musculation à 14 ans, j'en ai 60 pratiquement, et sur du scientifique, c'est je renouvelle et je n'ai pas honte de modifier. Moi, j'étais un des premiers à parler de la série unique, mais je ne l'ai pas inventé. Hein. C'est Bruno Pinica qui en avait parlé avec la série ultime. Mais toutes les études le prouvent qu'on peut, avec une série unique, intense, à l'échec, obtenir les mêmes résultats que des séries multiples. Il y a le Heavy Duty de Mac Menzer, il y a eu plein de culturistes qui l'ont fait. Après, le problème, c'est que les culturistes sont sous anabolisants. Donc, il faut prendre ça, encore une fois, entre guillemets. Par contre, sur des gens naturels, je l'ai testé, mais moi, j'ai quand même 40 ans de recul. Hein. La série unique, ça fait 25 ans que je l'utilise. Je l'ai testé sur des gens âgés, sur des gens jeunes, sur des gens entraînés, sur des athlètes de haut niveau. Ça fonctionne à chaque fois. Il faut juste moduler légèrement. Pour les athlètes de haut niveau, je suis obligé de doubler la série parce qu'ils ont des capacités de récupération qui sont supérieures aux gens lambda. Par contre, quelqu'un de normal, il fait du full body, une série suffit à l'échec s'il s'échauffe bien avant. Mais il y a un protocole. Et le protocole, les gens ne le connaissent pas. Donc, ils disent, oui, c'est n'importe quoi. Les culturistes font 10 séries par groupe musculaire. Oui, parce que ce sont des culturistes. Eux, nous, on n'est pas culturistes, premièrement. Deuxièmement, ils passent leur temps en salle. Ils mangent 6-8 fois par jour. Ils sont bourrés de stéroïdes. Toi qui as une vie sociale, qui n'a pas les capacités de récupération d'un culturiste, qui n'a pas de produits anabolisants, qui n'a pas envie d'être Monsieur Univers, 3 séances te permettront largement en full body de 45 minutes, 40 minutes, d'avoir le corps que tu veux. Largement. Et si tu fais plus, ça sera contre-productif. Par contre, quand tu es confirmé, c'est le cas d'Evo 90, où là, c'est vraiment optimisé. Là, tu seras obligé de passer à 4 fois 30 minutes, mais pas plus de 30 minutes.
Et là, c'est le maximum que tu pourras obtenir. Voilà. Après, tout ce que tu feras en plus, c'est contre-productif. Et je le prouve, hein. Je le vois sur les gens que je coach. Hein. On l'a testé. Hein. Moi, j'ai testé sur plein de gens. J'ai passé à 6 fois, je suis passé à 4 fois 1 heure. J'ai regardé. Non, c'est 4 fois 30 minutes ou 3 fois 45 minutes pour les débutants. Et alors, un débutant qui fait ça, enfin un débutant, quelqu'un qui pratique les arts martiaux régulièrement et qui, à côté, veut continuer sa pratique martiale, ça pose un problème? Non, il fait 3 fois, comme j'ai dit, 30 minutes full body et il passe à 2 entraînements d'arts martiaux par semaine, par exemple. Et si c'est un athlète qui fait que ça, qui est vraiment pro comme moi, il peut passer à 4 fois 90 minutes et 2-3 fois en arts martiaux. Parce que ce n'est pas la même pratique. Parce qu'il y a une habitude qui s'installe, tu vas en parler. Il y a une habitude, une capacité. Voilà, par contre, il faudra qu'il récupère bien. Là, en fait, tu deviens un pro. Moi, je suis un pro. Mais les gens qui ne sont pas pros, moi, je coach des gens qui font des arts martiaux, du karaté 2 fois par semaine, ils font le full body. Quand il me dit, Franck, je voudrais passer à 4 fois 30 minutes plus 3 fois le arts martiaux, je dis, attention, là, tu rentres dans le professionnalisme. Là, tu bascules en très confirmé. Donc là, il faudra que tu manges beaucoup mieux, il faudra que tu bois beaucoup mieux, il faudra que tu dormes vraiment 7 heures, il faudra que tu prennes des compléments alimentaires. Tu vois, tu mets en place une machine. Moi, je me marre souvent quand les gens vont sur la toile, sur Internet, et qui voient les influenceurs et qui voient les programmes, qui payent un programme. Je ne dis pas que le programme, il n'est pas bien. Je dis que le programme, il n'est pas adapté à eux. Donc, je vois ce qui se passe. À chaque fois, j'ai le même problème. Les gens viennent me voir. Oui, je vais suivre un tel. Alors, t'imagines que je le connais, le gars. Hein. Donc, le gars, il est énorme, il est sec, il est beau, il n'y a rien à dire. Mais le mec est sous stéroïdes. Il est pro. Et son programme, c'est le sien. Des fois, ce n'est même pas le leur. Il les invente pour faire rêver les gens. Ce n'est pas adapté à toi. Par contre, quand tu fais des choses où tu cycles, on appelle ça cycler, et là, c'est un métier, tu n'as pas ce problème. Moi, je fais des tractions à 50 kilos. Tu n'imagines pas que je ne le fais pas le lendemain. Le lendemain, qu'est-ce que je fais ? Je fais le muscle opposé. Je ne le fais pas en force, je le travaille plutôt en série moyenne. Et puis, la fois d'après, je fais en série lourde. Je cycle sur 1 an. Moi, j'ai une prépa physique donc de 90 jours pour monsieur, madame, tout le monde. Mais moi, quand je prépare un athlète, je le fais sur un cycle d'1 an. Septembre, juin. Juin, je lui garantis qu'il a un corps de fou s'il veut faire le beau l'été, s'il a une compétition à faire. Je lui dis, voilà, au mois de juin, fin juin, tu es une bombe atomique, tu n'es plus le même homme ou tu n'es plus la même femme. Parce que ces entraînements sont les mêmes. Hein. Voilà. De toute façon, on y viendra, on va avoir une interview dédiée à ça. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, on voit que tu apportes des preuves scientifiques et que du coup, on voit que c'est sérieux et on va revenir sur tout ça sur une prochaine interview. Mais c'est passionnant. Mais en revenant sur la récup et éviter les blessures, il y a un sujet une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que tu penses qu'il faut s'entraîner dur dans un entraînement d'arts martiaux, pas de musculation, mais dans le côté arts martiaux? Est-ce que tu penses qu'il faut s'entraîner vraiment avec des chocs puissants, sans protection ou avec protection? Enfin, comment tu penses qu'il faut s'entraîner? Alors, je pense qu'il ne faut pas s'entraîner comme ça. Tu vas en Thaïlande, les mecs, ils mettent des protège-tigas. Ils se protègent et puis le jour où ils vont au combat, là, il y a du dur. En fait, je pense que c'est comme tout. Tu dois te préparer, tu dois endurcir ton corps, tu dois le protéger. Mais il faudra, à un moment donné, si tu veux passer un cap, t'entraîner durement, aller au fight dur. Ça veut dire pas mettre de protection et te foutre sur la gueule. Mais ça, tu ne le fais que dans une recherche particulière. Si tu n'as pas de besoin de compétition, si tu n'as pas besoin de voir où tu en es, il y a des gens qui n'ont pas besoin. Si tu as, bon, voilà, on va prendre mon cas. On va prendre ton cas, mon cas. Moi, j'ai 60 ans, je pense que j'ai fait mes preuves, j'ai fait du fight dur, j'ai fait du combat de rue, j'ai combattu en taille, je connais. J'ai fait du koku, j'ai tout essayé. J'ai pris des coups dans la gueule, je sais ce que c'est. Je ne vois pas l'intérêt à mon âge d'aller détruire mon corps en faisant un fight dur 1 fois par mois. Je vais détruire mon corps. Ça va être contre-productif. Je vais gagner, je vais perdre, je vais me faire mal, je vais être content pour mon ego, mais je vais casser mon corps. Sauf que quand tu casses un corps à 60 ans, c'est mort. Tu n'auras pas la récupération possible, la régénération que tu auras à ton âge. Toi, à ton âge, à un moment donné, tu dis, j'ai besoin de voir où j'en suis. Et c'est normal à 20 ans, 30 ans, c'est logique, tu es dans une phase de construction encore. Tu as besoin de voir où tu en es. Mais il y en a qui n'ont pas le besoin. Moi, j'ai des athlètes qui le combattent et ils sont bons en combat à la salle. Ils se protègent, ils envoient. Ils pourraient faire un carton, mais ils n'ont pas besoin de se mesurer. Ils sont bien comme ça. Mais j'en ai qui n'ont pas confiance en eux, j'en ai qui ont besoin de savoir où ils en sont. Et là, je vais te répondre sur un truc qui va te choquer, qui va choquer le public, hein, peut-être. Mais ils me disent, Franck, il faut que je fasse ce combat au chaos. Il faut que je fasse. Il faut que je m'entraîne dur à la salle. Il faut que je prépare ce combat. Tant pis si j'ai besoin de savoir. Ok, fais-le. Tu as 20 ans, c'est normal, c'est ta construction. Tu as besoin, comme un enfant a besoin de tester.
Ça fait partie de la vie. Sauf que, très important, ce garçon, il y a deux sortes, il y a deux catégories. Il y a celui qui va y prendre goût, parce que c'est une recherche infinie, parce qu'il va gagner, il va dire « je sais ce que je vaux », mais non, tu ne sais pas ce que tu vaux. Tu sais ce que tu vaux par rapport à telle personne, mais demain, tu vas rencontrer une autre personne, tu vas perdre, puis là, tu vas dire je ne vaux rien. Alors là, tu as été bon ce jour-là, tu es champion du monde dans ta tête, le lendemain, donc ce n'est pas une vraie construction, c'est une recherche infinie, qui peut être sa recherche. Et puis, tu as celui qui a testé le combat dur et qui va dire « ok, je sais ce que c'est, ok, je vois, mais il a tellement un équilibre en lui qui se dit mais en fait, si je combats demain, je vais gagner, je vais perdre, je vais faire 100 combats, je ne saurai jamais parce qu'au 101e, tu peux perdre. » Enfin, en fait, donc en fait, c'est vraiment purement personnel. Moi, je pense que, alors c'est ma vision des choses, quand on est jeune, il faut le faire au moins une fois. Il faut sentir ce que c'est que de prendre des coups, d'avoir peur, de donner des coups à fond sans se retenir. Il y a un arbitre en plus, donc ce n'est pas comme dans la rue. Donc en combat sportif, je pense que c'est bien de le faire une fois. Comme c'est bien, moi j'ai fait des compétitions dans plein de domaines, j'ai que des beaux souvenirs. Que j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai tout donné, je sais ce que c'est que d'avoir peur, je sais ce que c'est que de perdre, je sais ce que c'est que de gagner, je sais ce que c'est que ce stress qu'il faut gérer. C'est bon, quoi. C'est bon, et moi ça m'a servi dans la vie. Par contre, le reproduire, si c'est ton kiff, moi j'aime l'adrénaline, moi j'ai besoin de compétition, encore. Mais tu vois, je ne combats plus en combat, parce que là je vais casser mon corps. Je fais la compétition en force, parce qu'en force, c'est moi avec moi, et je n'ai pas de risque physiologique. Je prends mon pied, je m'éclate, je m'amuse comme un enfant, c'est un moment de bonheur, mais je me bats plus contre moi-même que contre les autres. Mais c'est aussi un travail sur moi où je dis je ne dois pas me casser, je dois faire attention. Donc il y a vraiment un travail mental. Si je combats, il n'y a plus ça. Parce que là, je sais que je vais prendre des coups, c'est inévitable, donc je vais casser mon corps pour rien. Là, c'est vraiment contre-productif. Mais quand on est jeune, c'est ça. Après, attention, dans le combat dur, si tu veux progresser, il faut l'utiliser comme un outil. Il ne faut pas flatter son ego avec, chercher la médaille. Il faut l'utiliser comme un outil. J'ai une image forte. Ma femme, elle ne comprend pas ça et mon entourage ne comprend pas. Par contre, moi, je travaille beaucoup avec des psychologues, des psychothérapeutes avec qui j'échange énormément parce qu'ils m'envoient des gens. Et je leur dis, tu sais, quand j'avais 14 ans, quand je montais sur la piste, j'avais des frissons et je me sentais plein de jus, plein d'énergie, mais comme un fou, quoi. Comme si on m'avait mis du shoot dans le corps, l'adrénaline. Hein. Mais moi, ça ne me cassait pas, au contraire. Moi, j'étais bien, j'étais survolté. Et quand je fais une compète, j'ai les mêmes sensations qu'à mes 14 ans. Je sens l'énergie qui monte, le feu. Comme on dit, le feu, il n'y a rien qui m'arrêtera. Et j'ai faim, mais le but, je n'ai pas envie de battre l'autre, pas forcément. Tu vois, quand je suis tout seul dans ma salle, dans mon garage ou dans ma salle, je suis tout seul. Il n'y a jamais personne. Je mets la musique à fond et là, je deviens une sorte d'animal, quoi. Je deviens un animal qui doit fuir devant un dinosaure, je dis n'importe quoi. Mais tu vois, c'est ça. Je me sens comme une bête, quoi. Et en fait, quand je m'entraîne, c'est comme si j'allais dans une arène. C'est bizarre de dire ça. Et quand je dis aux gens, quand je vois les combats où ils font ce qu'on appelle des preuves sociales, de un tel qui te combat contre un tel en mettant des gants, pour moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est que je suis coincé dans un angle de mur. J'ai un mec qui fait 2 mètres 100 kilos. Je dois mobiliser toute mon énergie. Je dois avoir une bête féroce, quoi. C'est ce que dit Robert Pacheval, d'ailleurs. Je deviens un animal, ça qui me plaît. Et quand je prends la barre, quand je fais des soulevés de terre à 150 kilos, j'écrase la barre, je suis un animal. Je dis, je dois mettre toute mon énergie pour arracher le mec du sol. Tu vois, c'est ça l'esprit. Et le combat, c'est comme ça que je le vois maintenant. Je ne le vois plus comme du sport. Je le vois comme je suis coincé, l'autre, il va mourir. Parce que je n'ai pas le choix. Tu vois, et ça demande une mobilisation physiologique, psychologique énorme. Et je la retrouve quand j'ai une barre quand j'ai 50 kilos à la ceinture, tu vois, et je vais mettre croche mes mains, je sais que j'ai 150 kilos au bout de mes doigts, je dois arracher, mais je sens l'énergie qui monte. Et ça, c'est kiffant, quoi. C'est kiffant. Voilà. Il y a encore 2-3 questions que je vais te poser sur la récup. Tu as parlé tout à l'heure des rouleaux de massage. Oui. Est-ce que tu aurais des conseils à quelqu'un qui n'utilise pas les rouleaux de massage pour commencer à les utiliser correctement? Alors, c'est très, très simple. Il y a 2 manières. Il y a un monsieur qui a beaucoup poussé le bouchon, c'est Christophe Cario, que je respecte énormément. Christophe a fait un super bouquin sur le sujet. Il est vraiment expert en la matière. C'est le premier qui m'a fait découvrir ça. Moi, je cite toujours les gens que j'aime et que je respecte. Et Christophe, je le respecte énormément. Et Christophe, il a été un des premiers à en parler. Après, moi, je ne te cache pas que j'ai suivi une formation.
une formation sur les rouleaux qui m'a appris pas mal de choses, mais j'en savais déjà pas mal. Donc, moi, ce n'était pas vraiment productif pour moi. Par contre, ça m'a cadré, ça m'a d'être structuré dans ma manière de pratiquer. Alors, c'est très simple, les rouleaux. Sur YouTube, il y a plein de tutos gratuits. Le principe est très simple. Avant de t'entraîner, tu peux utiliser le rouleau pour enlever les trigger points, pour enlever les points de tension musculaire. Quand tu travailles au rouleau avant l'entraînement, il faut le faire de manière dynamique pour activer. Et tu recherches, si tu as une douleur, par contre, tu restes plus longtemps dessus pour enlever le trigger point, pour enlever la tension musculaire, le nœud musculaire. Quand tu l'utilises en fin de séance, là, c'est plutôt doux, lent, et tu vas rechercher les points de contraction pour les enlever pour la prochaine séance. Et quand tu le fais en dehors de séance, moi, c'est ce que je fais le lendemain ou le soir, quand je me suis entraîné le matin. Là, je reste facilement une demi-heure, et là, je fais tous les groupes musculaires, lentement. Je fais la balle pour les biceps, je fais le psoas, je fais beaucoup de pyramidales, les fessiers, les ischios, beaucoup la face postérieure du corps, parce que c'est là qu'on morfle le plus. Toi, quand je fais les soulevés de terre le matin, moi, je prends très lourd. Le soir ou le lendemain, là, je travaille vraiment longtemps sur la chaîne postérieure. Donc, les rouleaux, pour moi, c'est fantastique parce que le fascia, c'est quand même l'enveloppe, la ponévrose, l'enveloppe du muscle, et on n'y pense pas. Donc, je travaille énormément. Et moi, une fois par mois, je vais voir mon ostéopathe, mon éthiopathe. Je vais me faire traiter, je vais regarder ce qui ne va pas. Je lui dis, écoute, j'ai une petite tension là, qu'est-ce que tu en penses? Je fais la fameuse révision. Une fois par mois, je vais voir l'ostéo, soit à Paris, soit où je suis. J'en ai trouvé un bien. Et je lui dis, regarde si la machine, elle est bien. Voilà. Et puis moi, je récupère beaucoup. Je fais la vidange. La vidange, c'est les jeûnes intermittents. Et quand je sens que j'ai vraiment des tensions, je n'hésite pas à boire beaucoup d'eau et me mettre à jeûne pendant 24 heures. Je récupère, je nettoie vraiment, j'enlève tous les déchets, je me sens bien après. Oui, on a pas mal parlé. La récup. Moi, j'ai une récup assez naturelle, en fait. Non, mais c'est très intéressant. Il y a autre chose qui est assez naturel, c'est que quand on se blesse, on a tendance à s'étirer. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Alors, déjà, ne vous étirez pas avant de faire un entraînement type musculation ou type explosif combat, parce que là, vous avez tout flingué. Un sprinter, alors avant, il y a 30 ans, on s'étirait. Moi, à l'INSEP, il y a 40 ans, on s'étirait. Grosse bêtise, on ne s'étire pas avant l'entraînement. D'accord? Parce qu'il y a le réflexe myotatique, on va couper, on a moins d'influx nerveux, on fait plutôt ce qu'on appelle du stretching dynamique. On met en action, on chauffe bien le corps, on le prépare avec du spécifique. On fait des griffés, il y a plein de techniques, des fentes dynamiques, il y a plein de trucs à faire. Après l'entraînement, je ne m'étire jamais parce que j'ai cassé des fibres, je ne vais pas recasser des fibres sur d'un fil qui a été cassé. Non, moi, ce que je fais après l'entraînement, les rouleaux, on peut en faire un petit peu, 10 minutes, mais cool. Juste pour sentir s'il y a des points de tension. La douche froide, repos, on mange bien, petite sieste, repos, parasympathie. Et le lendemain, on peut étirer. On fait du passif, ce qu'on appelle du stretching passif, où là, on peut étirer, mais on ne va pas à l'excès. Mais surtout, jamais d'étirement avant et juste après. Mais ça se faisait dans les salles d'arts martiaux. Je vois encore des mecs qui s'étirent 10 ans. Moi, quand je fais passer les diplômes fédéraux, comme je suis jury et c'est moi qui délivre, je leur dis, mais arrêtez, ça, c'est les méthodes des années brigade du tic, quoi, c'est fini, ça. Mais bon, c'est des dogmes qui existent encore. Je vois des mecs s'étirer encore après. C'est des habitudes. Après, l'étude qui disait qu'il y avait des blessures, la perte de performance, elle est prouvée. Par contre, l'étude qui disait qu'il y avait des blessures a été remise en question pas mal de fois par rapport à son protocole. Ouais. Mais tu sais, le problème des protocoles ou des méta-analyses, c'est qu'on ne sait pas sur qui c'est fait, sur quel type de personnes, est-ce qu'ils ont une bonne hygiène de vie. Alors, tu prends par exemple des étirements. Tu ne vas pas comparer toi qui t'étires avec moi. Est-ce qu'il a eu des blessures avant? Comment est-ce qu'il s'étire bien? Est-ce qu'il positionne bien dans l'axe? Est-ce qu'il boit bien? Est-ce qu'il mange bien? Mais les études, il faut se méfier. Mais moi, je peux te dire que t'étirer avant, tu as raison, ça enlève de la perf. Par contre, t'étirer après, il ne faut pas confondre un étirement de récup où tu mets un peu sous tension, tu vois, tu te fais du bien, tu te détends, tu bois, tu t'hydrates, tu parles avec les copains. C'est ce que j'appelle le stretching détente. Avec le vrai stretching où tu vas chercher à vraiment profondeur. C'est pas pareil là. À mon avis, ça ne va pas le faire. Ah oui, non, mais je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, mais c'était juste pour faire cette différence justement entre stretching que tu appelles détente et le stretching profond. C'était pour me permettre de faire cette différence. Après une blessure, comment bien récupérer, comment bien reprendre selon toi? Alors déjà, il y a blessure et blessure. Si c'est une blessure qui ne nécessite pas d'aller voir un thérapeute, bon, bah, tu laisses repos complet.
et puis tu réactives doucement avec des étirements. Tu regardes si tu as des tensions, tu écoutes ton corps. Moi, après, c'est mon principe, hein, je ne t'aurais pas dit ça il y a 30 ans. Hein. Dès qu'il y a blessure, il faut aller voir un spécialiste. Il faut faire un constat. Parce qu'une petite blessure peut devenir chronique si elle est répétée. Toi, je vais te donner un exemple. J'ai quelqu'un qui avait des petites douleurs au molaire régulières. Et puis, il avait un prof, un enseignant, qui lui a dit « Ouais, t'inquiète, tu mets au repos, tu masses, tu mets de la glace, et puis tu reviens dans 2 jours. » Et puis, cette tension, elle est restée. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit « Écoute, je ne veux pas t'alarmer, mais ça devient chronique. À mon avis, il y a un problème que tu n'as pas réglé. Il y a peut-être un truc qui a bougé au niveau de ton genou, au niveau peut-être des ischios, au niveau de ton sacrum, peut-être le bassin a bougé, mais c'est comment je pourrais dire, c'est une manifestation liée à un truc qui ne va pas. C'est récurrent. En plus, il ne fait pas n'importe quoi. Et en fait, il ne m'a pas écouté. Le mollet, il a pété. Voilà, claquage. Et on a su, parce que du coup, après, il a été voir quelqu'un, qu'en fait, son bassin avait bougé, son sacrum, que du coup, ça avait mis sous tension les ischios, ça avait touché le triceps sural, et que la répétition, il faisait beaucoup de sprint, la répétition a fait que ça a inflammé. Et comme il allait comme un bourrin, il a compensé. Il a compensé et ça finit par péter. Voilà. Donc moi, dès que j'ai la moindre douleur, alors je ne vais pas être médisant, je ne vais pas voir un généraliste. Moi, quand j'ai mal, je sais qui je vais voir. Je vais voir mon ostéo, l'éthiopathe, j'ai mal là. Et à chaque fois, il me dit, mais Franck, tu as mal là, mais ton problème ne vient pas de là. Et dès qu'il traite l'autre endroit, qui aurait pu générer d'autres problèmes, tout s'arrange. Donc, ça me coûte 40 €. Je suis peinard. L'éthiopathe, en plus, il est remboursé, peut-être bonne mutuelle. Mon corps, je laisse au repos 3 jours. Si c'est le bas, je travaille le haut. Et la machine, elle repart. Moi, je suis très précautionneux. Je n'ai pas honte de dire, moi, les mecs qui me font rire quand ils disent « Ouais, moi, je suis un guerrier, moi, j'ai mal, je continue. » Ok, quand tu as 20 ans, on en parle dans 10 ans. Tous les mecs que je connais qui ont eu des problèmes d'arrêt de carrière ou de grosses blessures, c'est les bourrins. C'est des bourrins. C'est les mecs qui, alors ils passent pour des chochottes parce qu'ils s'écoutent, mais pour ceux que je parle qui se soignent, mais c'est des bourrins. Et moi, tous les gens qui ont 60 ans, que je connais, qui ont 65 ans, qui ont des formes olympiques, c'est des mecs qui ont écouté leur corps, c'est des gens sages. Il n'y a pas de secret. Si à 50 ans, tu n'écoutes pas ton corps, tu vois, il y a un mec qui court, là, je le connais, il court tous les jours. Tous les jours, sur du bitume. Il commence à avoir mal au tendon rotulien. Je lui dis, tu comptes faire quoi? Il dit, je continue, ça va passer. Moi, je te dis que dans 10 ans, ce mec-là, il ne court plus du tout. C'est sûr. Et le ventre va pousser, il va être dégoûté, patati, patata. Voilà. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Hein. Dès que je cours très longtemps en footing, j'ai mal au genou. Quand je sprint, je n'ai pas de souci. Mais je vois quand même qu'avec l'âge, le sprint commence à être traumatisant. C'est un choix. Soit je mets mon ego de côté en disant je vais courir moins vite, je fais mon stretching muscule, soit je veux faire le beau sur YouTube et je me fais voir et je casse mon corps. C'est un choix de vie. Moi, j'ai choisi. Oui. Voilà. Mais merci, parce que c'est pas tout le monde qui ose le dire aussi, ça. Tu vois, des gens qui ont du recul et qui osent, parce que ça demande de mettre l'ego de côté. Et donc, merci de faire ce partage. Les youtubeurs, la plupart, se font voir quand ils sont secs, striés, quand ils combattent, quand ils gagnent, quand ils sont beaux et quand ils sont bronzés. Sauf que la vie, c'est pas ça. Donc, si tu montres que ça, là, tu es un influenceur. Moi, je ne suis pas influenceur, mais tu ne rends pas service à la société. Montre quand tu échoues, montre quand tu tombes, montre quand tu es blessé, montre quand tu as mal, montre quand tu n'y arrives pas. Montre quand tu ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Des fois, je dis, je ne sais pas. Moi, je dis que plus on est honnête, plus les gens vont se voir à travers toi et vont avoir envie de te suivre. Et moi, mon but, c'est qu'ils me suivent vers la bonne voie en disant, moi, tu vois, je ne crois pas que je réussis tous les jours, je ne crois pas que c'est la fête tous les jours. Il y a des moments où ce n'est pas comme ça, mais c'est en te montrant comme tu es, comme les autres, parce que tu es comme les autres, différent dans certaines disciplines, mais c'est comme ça que tu vas amener les gens à être bien et à te dire que je ne suis pas si mal, quoi. Si tu te montres que quand tu es fort, tu es sec, tu es beau, que tu gagnes, les gens ne se voient pas à travers toi parce qu'ils te voient comme une idole, comme un icône, mais c'est bidon tout ça parce que ce n'est pas vrai. C'est faux. Et du coup, ils ne peuvent pas s'identifier non plus et du coup, ils n'arrivent pas à suivre tes conseils. Mon intérêt, moi, même quand je mets des perfs, c'est leur faire voir, tu vois, moi j'y arrive, donc tu peux y arriver. Tu vois, moi je suis vieux, tu es vieux, tu peux y arriver. Tu vois, là j'ai échoué,
eh ben, toi aussi, tu échoues. Mais on échoue tous les deux et c'est comme ça. Et ben, tu vois pourquoi je peux t'aider? Pas parce que je suis meilleur, parce que j'ai 60 piges, j'ai 40 ans d'expérience. Comme toi, tu es peut-être bon en cuisine, bah, moi, je suis un novice. Tu as 40 ans d'expérience, donc je vais t'écouter. Et je ne vais pas arriver peut-être à couper comme il faut les choses. C'est ça la vie, c'est être le plus honnête possible. Eh bien, merci pour cette honnêteté, c'est pas facile. Et on va rentrer sur une dernière question qui est encore plus intime. Comment se remettre après un choc émotionnel? On a fait justement une contre-performance, l'ego a pris un coup. Comment réussir à s'en remettre selon toi? Alors, la première chose à faire, c'est, pour ne pas mettre de l'émotionnel dessus, c'est identifier ce qui n'a pas été. Du coup, tu vas le matérialiser et tu verras comme une chose. Par exemple, si tu es devant une barre, j'ai n'importe quoi, hein, tu sautes 2 mètres en hauteur, tu as échoué. Tu vas te dire, ouais, je ne suis pas bon, les gens, ils ne m'ont pas applaudi, enfin, tout ce que tu veux, j'ai eu des critiques, tu as été moins bon, on voit ça souvent chez les athlètes, sur l'équipe, le journal, ouais, il était bon, il est plus bon. Pourquoi tu es plus bon? Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu es blessé, peut-être que tu as perdu confiance en toi, peut-être que tu as perdu quelqu'un dans ta famille qui t'a déstabilisé, peut-être que tu es influencé par les gens de l'extérieur, peut-être que tu es un mauvais entraîneur, enfin, il y a une raison. Donc, quand tu vas commencer à mettre une raison, tu vas chercher. Donc, ton énergie, elle sera plus émotionnelle, elle sera pragmatique, elle sera vraiment cartésienne. Donc, du coup, il n'y a plus d'émotionnel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas déplacer ton énergie. Et pendant que tu fais ça, tu te dis, bah, une fois que je vais identifier, je vais revenir. Je vais m'en prendre en main. Après, ça, c'est quand tu as une charge émotionnelle que tu arrives à gérer. Quand tu n'arrives pas à la gérer, il faut aller voir quelqu'un d'extérieur, un thérapeute, parce que tu ne pourras pas. Par exemple, moi, maintenant, avec le travail que j'ai fait sur moi, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui peut me mettre sur le dos. Ça peut être possible. Je ne pense pas, parce que je pourrais toujours trouver un moyen. J'ai plein d'outils. Quand j'avais 20 ans, je n'étais capable que de mettre du cartésien sur l'émotionnel. Mais moi, j'ai des prédispositions. Moi, j'ai des copains, ils en étaient incapables. Ils pleuraient, ils se renfermaient sur eux, ils piquaient des colères. Donc là, il faut aller voir un thérapeute. Le bon coach envoie chez un thérapeute. Moi, j'ai vu des gens qui avaient des blocages émotionnels. Je les ai envoyés chez un hypnothérapeute ou un sophrologue ou un psychothérapeute. Ça dépend de ce qui va fonctionner sur la personne. C'est vrai que ce n'est pas facile de trouver ce qui va fonctionner pour la personne, mais si on ne le sait pas, on ne trouve pas. Voilà, et le problème, c'est de ne pas se prendre pour un… Quand on est coach, alors après, il y a des gens, moi, je sais que moi, j'ai travaillé sur d'autres choses. Je fais de l'hypnose, je fais tout ça. Donc, je sais à peu près ce qui va convenir à la personne. Mais quand tu n'es que coach sportif, tu n'as pas été formé pour ça, il faut envoyer chez quelqu'un pour qui c'est le métier. Mais après, ça se dose, hein, parce que moi, j'ai vu des gars qui avaient des blocages émotionnels. Et en une séance, on faisait sauter les boulons parce que justement, je ramenais la personne sur le cartésien. Est-ce que c'est grave? Est-ce que tu as perdu quelqu'un? Est-ce que c'est grave de perdre cette championnat qui ne vaut pas un clou, quoi? Est-ce que c'est grave de perdre un combat? En plus, tu n'as perdu contre un mec, il a 50 combats de plus que toi. Donc, on a identifié, il a 50 combats de plus que toi. Il aurait eu 3 combats comme toi, tu l'aurais coupé en 2. Est-ce que le public t'a influencé? Mais pourquoi? Alors, s'il me dit oui, mais les gens, ils criaient. Mais ils criaient parce qu'ils t'aiment bien. Ils criaient parce qu'ils veulent que tu gagnes. Mais ça veut aussi que tu peux perdre. Et voilà, quoi. Et en fait, quand tu identifies les choses, moi, c'est ce que je fais. J'identifie à mort. Je veux que la personne, elle puisse comprendre que c'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est parce qu'il y a des facteurs qui ont fait que ce jour-là, c'était pas le bon jour. Mais c'est ça. En fait, dans les sports de combat, on le voit souvent. Hein. Bien sûr. Il y a la première, il le gagne, le deuxième, il le perd, le même combat. Hein, mais non. Et tu le vois chez les grands combattants, tu sens la sagesse. Tu vois, je regardais un meeting, il y avait un meeting sur la perche. C'était, je ne sais plus où, en France, là, avec le grand perchiste français. Et les grands, quand ils perdent, ils applaudissent, ils sourient, ils sont heureux, ça fait partie de la vie. Pourtant, c'est des grands perchistes. Et puis, un coup, c'est l'autre qui gagne, et puis il se tape dans les mains, c'est toi qui as gagné ce jour-là. Ça, c'est des grands. C'est les gens qui ont déjà atteint un haut niveau. Le mec qui n'est pas préparé ou la fille qui n'est pas préparée, bah, elle va très mal le vivre, quoi. Voilà. Et parce qu'attention, le problème, c'est que des gens qui montent très vite, moi, je l'ai vu chez mes professeurs, ils montent très vite, donc ils pensent qu'ils vont tout remonter. Ah non, à un moment donné, il y aura le plateau. Et moi, je les prépare. Je leur dis, attention, pour l'instant, tu es sur la pente ascendante. Il y aura un plateau, il y aura une chute. Je ne sais pas quand, mais tu en auras une. Ils ne l'envisagent pas. Donc, si tu ne prépares pas l'athlète, tu ne prépares pas le combattant, bah, le jour où ça arrive, il n'a pas préparé psychologiquement ce cas de figure. Il ne l'a même pas identifié une seule fois. Donc, quand ça arrive, bah, c'est l'inconnu, ça lui fait drôle, quoi. Super, merci. C'est une préparation. Quand tu prépares quelqu'un ou quand tu te prépares,
tu dois envisager les choses en amont, tout le temps. Tu dois l'envisager, absolument. Mais on en avait déjà parlé dans une autre interview. Ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Toujours. Une fois que tu sais, c'est pour ça que les dentistes disent, je vous préviens, je vais vous faire ça. Je vous préviens, je vais faire ça, ça sera pas meilleur à ça. Ben, il te prépare, du coup, ton cerveau, ben, il sait, et comme il sait, c'est pas l'inconnu, donc tu auras moins de douleur. C'est basique, hein, c'est de la psychologie de comptoir. Hein. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose par rapport à la récupération ou c'est bon, on a abordé à peu près tous les thèmes que tu voulais aborder? Ouais, j'aurais bien aimé que tu me poses comme question, c'est pourquoi, avec toutes les données qu'on peut trouver de nos jours avec Internet, c'est quand même beaucoup plus facile de trouver les informations qu'il y a 30 ans où il fallait aller acheter un livre ou aller à la bibliothèque municipale, pourquoi les gens ne changent pas, ne cherchent pas à changer? Et alors, selon Alors, toi? le problème de 90% des gens, c'est qu'ils sont ancrés dans des choses qu'ils ont faites les 20 ou 30 années passées. En fait, ils se rassurent en pensant que ce qu'ils ont fait, c'est ce que tout le monde fait. Et comme tout le monde le fait, c'est bien, la preuve sociale. Ça, c'est la plus grosse bêtise du monde. Ce qui a fait les progrès dans le monde, c'est de faire des choses que les autres n'ont pas fait. Si on fait toujours la même chose, Einstein l'a dit, on aura le même résultat. Et de nos jours, on peut se déstresser et la cohérence cardiaque. Il y a des tutos, c'est gratuit. On peut apprendre à s'étirer avec des méthodes, on trouve sur les tutos. On peut faire masser les fascias. On peut avoir contact avec un ostéo en 2 secondes, on fait une recherche, Doctolib, machin, on trouve. On peut mieux s'alimenter. Il y a plein de gens qui font des conférences. Malgré cela, non, ils vont aller se diriger vers des trucs, des plaisirs rapides, vers des émissions qui ne leur apportent pas grand-chose. Hier, je regardais 2 secondes un truc chez Hanouna, une émission, mais je me dis, mais comment tu peux passer 1 heure à regarder ça? Mais en fait, ça excite le téléspectateur, mais ça ne lui apporte rien. La médiocrité, c'était un fact entre un gamin qui a fait une connerie là, dans une église avec un autre mec qui était catholique, enfin une embrouille à 2 balles. Déjà, c'est évident qu'ils allaient se fighter. Et ça n'apporte rien puisque c'est des positions, c'est des positionnements. Il n'y a pas de vérité. Il y a 2 actions. Ils sont faits les 2 modes de pensée. Mais ça, tu peux le faire tous les jours. Sauf que là, tu n'apprends rien. Tu n'apprends rien ni d'un côté ni de l'autre parce que c'est des actions individuelles. Non, moi, je préférerais dans ces cas-là dire oh là là, les réseaux sociaux, tiens, je vais voir comment ça fonctionne. Peut-être qu'au lieu de passer 1 heure là-dessus, je vais faire mon Evo 90 ou m'étirer ou faire de la cohérence cardiaque. 5 minutes. Et pourquoi je te dis ça? Hier, j'ai un gamin, il s'est fait un peu secouer par une dame. Il a répondu, elle a dit, mais tu fais pas beaucoup de sport. Il a répondu, oui, mais le soir, je finis tard, je finis à 18h. Elle lui a dit, mais tu fais quoi de 18h30 à 20h avant de manger avec tes parents? Ouais, bah, je regarde un peu mon portable, je regarde un peu TikTok, je regarde ainsi 1h30. Elle lui a dit, mais tu n'aurais pas le temps de faire un peu d'étirement, de pompe, il a un peu mal au dos, ce gamin, c'est un adolescent. Oh, il a dit, ouais, mais bon, ouais, je suis un peu fatigué, puis bon, ouais, voilà. Bah, c'est pas que tu peux pas, c'est que tu mets ton énergie ailleurs. Et le problème, quand c'est un ado, bon, c'est plus compliqué. Mais quand c'est un adulte, non, je suis désolé. Un adulte, c'est pas possible. Et les gens ne contrôlent plus leur vie. Donc, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que je le vois dans les commentaires quand je mets des posts, je leur donne des solutions toutes faites. Ils critiquent, mais ils ne testent pas. Ils critiquent, parce que ça les rassure, comme ça, ils ne le font pas. En critiquant, leur inconscient va dire tu ne le fais pas. Et du coup, les autres, ils renchaînent. Et moi, je me marre parce qu'il y a des chaînes de gens qui sont particulièrement malveillants et ils ont de plus en plus de personnes parce que ça les rassure, ils sont entre eux. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils vont construire leur vie. Ce n'est pas comme ça. Surtout s'ils ont 35, déjà 40 ans, c'est inquiétant parce qu'ils ne pourront pas. Ces gens-là sont censés avoir des enfants peut-être plus tard. Donc, s'ils fonctionnent comme ça, comment ils vont tirer les enfants vers le haut? C'est le problème du buzz aujourd'hui, c'est que le négatif attire beaucoup. Comme les algorithmes de YouTube, comme la télé fait tout pour les mettre en avant, je pense qu'on ne va pas s'attendre dans les 20 années à venir. Je pense que ça va être compliqué pour l'humain, pour certains humains notamment. Est-ce que toi, tu as une question à me poser sur la récupération, une question que tu aurais voulu me poser ou pas du tout? Ouais. Est-ce que tu penses qu'on en parle assez Non. Dans les entraînements en cours avec tes enseignants ou les enseignants que tu as rencontrés? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un enseignant qui est porté là-dessus, il a fait venir plusieurs fois des personnes, que ce soit sur la nutrition, sur les massages, des choses comme ça. Voilà, il a toujours été ouvert là-dessus, donc il nous a sensibilisés très vite
à la récupération. Je parle de mon enseignant d'arts martiaux, hein, Armand Mhm. Vallée. Mais globalement, je trouve que c'est un sujet qui est pas du tout assez abordé parce que, comme tu le disais, en fait, si on veut, entre guillemets, capitaliser le travail fait, il faut se récupérer correctement. Et si on ne récupère pas correctement, de toute façon, on ne va pas pouvoir s'entraîner longtemps. Donc, pour moi, et moi, la première chose, par exemple, moi, je propose plus de 10 heures d'entraînement par semaine au total dans le club. La première Mhm. chose que je dis aux gens qui veulent venir 10 heures, je fais non, viens petit à petit et petit à petit, on augmente la dose parce qu'il faut que tu récupères et Ouais. je leur explique pourquoi. Et pour moi, c'est au cœur de la chose. Mais il me dit, c'est la première fois qu'on me dit ça. D'habitude, quand je vais dans un club, on me dit, viens autant que tu veux. Au contraire, il faut venir un maximum. Oui, mais c'est des coups à se blesser. Et moi, ben, on a plusieurs articles sur le blog, sur le repos, la récupération, parce que c'est des choses qui nous tiennent vraiment, vraiment à cœur. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout assez abordé. Alors, heureusement, il y a des gens comme toi qui en parlent. Je pense à Alex Levent aussi qui en parle beaucoup. Mhm. Voilà, il y a des personnes qui en parlent et qui, bah, moi, m'ont mis le pied à l'étrier, hein, sinon, je n'aurais pas pris non plus conscience. Dans la littérature, oui, dans la littérature, on va en parler de la récupération. Et encore, je trouve que ça reste un thème pas assez creusé. Mais globalement, je trouve que les pratiquants en eux-mêmes, c'est quelque chose qu'on essaye de cacher comme si on en avait honte. Je récupère. Demain, je me mets au vert, je vais me balader au bord de l'eau. C'est quelque chose, c'est presque, entre guillemets, la honte. Tu t'entraînes pas, t'es pas fort alors. Et c'est un peu un Ben problème, cette voilà, image-là. no pain, no gain. Mais le truc, c'est que, en fait, moi, j'ai une image que j'utilise beaucoup avec des gens. Je fais une analogie souvent avec des gens qui ont du mal à comprendre la récupération. C'est, je leur prends la technique de l'appel. Tu connais, non? Non. Tu prends quelqu'un qui n'a jamais, qui n'est pas manuel, donc qui ne Mm. travaille pas l'appel, la pioche, Mm. et tu lui dis, écoute, tu vas piocher ou faire de l'appel pendant 8 heures. Il y a de fortes chances qu'au bout de 8 heures, il y a des ampoules partout. Mm. Pourquoi il y a des ampoules? Parce que son corps n'a pas eu le temps de s'adapter. Ça a été trop violent, trop longtemps. D'accord. Par contre, tu prends la même personne, donc tu lui dis, bah, tu vas arrêter du coup pendant 2 semaines parce que tu ne pourras plus tenir l'appel. Mm. Donc, c'est contre-productif et tu ne pourras pas revenir à la salle. Ok, maintenant tu prends quelqu'un qui a un tuteur, ou il est apprenti, il a un professeur, ou un maître ouvrier, et il lui dit, bah, écoute, tu vas commencer par pelleter 10 minutes, et puis tu attends une journée que tu récupères un peu, parce que tu auras un peu mal à la main, bah, 2 jours après, tu feras un quart d'heure, et puis tu monteras, puis après, bah, tu arriveras à faire 1 heure par jour, 2 heures, 3 heures. C'est la progressivité qui fait que ça va créer des cales sur les mains où tu n'auras plus ces ampoules. Et là, tu pourras pelleter, c'est la progressivité. Mm. Et ça, c'est à Wade Lormez. Tu endurcis ton corps qui devient de plus en plus fort. Et moi, je donne cette image souvent aux gens en disant oui, je veux y aller 8 fois, 6 fois par semaine, 2 cours par jour. Moi, j'ai connu ça, 2 cours par jour, abdos fessiers le matin, et puis arts marceaux l'après-midi, et puis le soir, les étudiants, et puis le soir, muscu. C'est la folie, quoi. Mais sauf que, si tu veux, il y a l'aspect vendeur, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais si tu es honnête, bah, tu dis la vérité, tu dis que c'est pas possible. Mm. Il y a une dernière question que je voulais te poser que j'ai Ouais. oubliée. Par rapport à la douche froide, pour ceux qui ont du mal à faire une douche froide, je sais que toi, tu es très bain glacé, etc. Pour ceux qui ont du mal, moi, j'ai tendance à conseiller la douche écossaise, tu sais, chaud, froid, Ouais, chaud, froid. Est-ce très que tu bien. penses que Ouais. c'est efficace quand même, ça? C'est pas la même chose en fait. La douche chaude, la douche écossaise, chaud-froid, c'est plus une douche de récupération. Mhm. Moi, quand je prends la douche froide, c'est vraiment pour booster ses immunitaires, la testo, c'est un peu violent. Alors Mhm. moi, je dis toujours la progressivité. Ce que tu fais pour la douche froide, c'est que tu prends une douche, tu la mets de plus en plus tiède Mhm. et tu te rapproches du froid, mais tu ne te forces pas. Et puis quand tu arrives vraiment à du presque froid, bah, tu fais du tout froid sur les membres inférieurs. Et puis la semaine d'après, bah, tu vas jusqu'au bas-ventre. Et puis après, tu vas jusqu'à la poitrine. Et puis quand tu es au top niveau, bah, tu commences, comme moi je le fais, comme d'autres le font, direct sur la tête. Mhm. Mais progressivité, et qui y arrivera. Moi, j'ai des gens très frileux qui vont à la douche froide, sans problème maintenant. Oui, oui. Par contre, je suis honnête, si on est vraiment frileux, que c'est une trop grande souffrance, je déconseille les bains gelés avec de la glace. Là, c'est de l'extrême. Moi, je suis un homme d'extrême. Non, mais je suis un homme d'extrême. Je suis né comme ça. Je suis programmé comme ça. J'aime ça. Mais moi, autour de moi, personne ne fait des bains avec des glaçons. On me prend pour un dingue quand je le dis. 10 minutes dans un bain avec des glaçons, il faut être un peu particulier quand même. Mais moi, j'ai commencé à 14 ans. Dans les poubelles, on mettait des glaçons et de l'eau, comme les rugbyman. Oui. Donc moi, je suis élevé comme ça. Moi, je me baigne l'hiver. Je suis un dingue, quoi. Mais il est évident que quelqu'un qui n'aime pas le froid, il faut être fou. On va le tuer, c'est hyper dangereux. Non, il faut faire des choses qui nous parlent.
Et là, l'appel du froid, je dis, il se fera naturellement. Par contre, ce qu'il faut absolument faire, c'est baisser la température à la maison, quoi. C'est une chambre, c'est 18. Un appartement, arrêtez de vous mettre à 23, 24 comme je vois. C'est de la folie pour le corps humain. C'est de la folie. Il n'aime pas. Surtout une chambre. Pour dormir, on dort bien, on se couvre s'il faut. L'idéal, c'est dormir nu. C'est très important. Et mettre à 18 degrés avec une bonne couette. Oh, c'est fantastique. Tu ouvres les fenêtres. Moi, je ouvre les fenêtres en plus une heure avant, même l'hiver. Oh, t'es bien, quoi. Tu sens. C'est frais, tu respires bien et tu dors tellement mieux. Je suis 100% d'accord. Quitte à mettre deux couettes sur les frileux, mais… Exactement. Et dormez nu, pas avec un slip, pas avec une culotte. Les organes génitaux ont besoin d'être aérés. La température des testicules doit être de 2 à 5 degrés inférieure au corps. Donc, il faut les laisser libres. Elles sont toute la journée dans un jean serré, dans un slip ou un caleçon serré, c'est pas bon. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à remercier Franck, à le soutenir sur les réseaux. Si vous êtes intéressé, bien sûr, vous avez le lien de son site, de ses différentes méthodes juste en dessous, notamment la méthode Evo 90 dont on a pas mal parlé dans cette interview. On vous dit à très vite pour une prochaine interview. À bientôt. Tchou, bye. Merci d'avoir écouté Causerie d'experts, votre podcast proposé par le blog Corps et Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite, tchou bye.